Bien, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Donc nous sommes là pour la remise des prix de l'association de la 25e heure du livre. Et donc là, nous avons nos lauréats et lauréates pour nos deux prix, parce que l'association, depuis un certain nombre d'années, remet un prix coup de cœur de la 25e heure, c'est la 14e année, il me semble, c'est depuis 2010. Et pour le prix imaginaire, renommé prix imaginaire Christine Rabin, c'est sa 6e édition. Donc forcément, ce sont des prix qui commencent à être bien connus dans le paysage éditorial. Je rappellerai certaines conditions à toute fin, notamment que ce sont des prix dotés, 1 000 euros chacun, c'est important pour valoriser le travail des auteurs et des autrices. Et puis pour commencer, avant de faire la présentation et la double entretien de nos auteurs lauréats Gaël Nohan et Christopher Wicks, merci. Je passe la parole à Madame l'adjointe à la culture, si vous le voulez bien, qui représente la mairie qui est le principal soutien en termes de subvention de l'association. Merci beaucoup. Alors je prends la parole avec plaisir parce que c'est un très beau jour, c'est un très beau week-end à plusieurs titres. D'abord, je voudrais faire des remerciements. Je représente le maire du Mans, je suis l'adjointe à la culture, monsieur Stéphane Le Foll. C'est vrai qu'on a un salon qui devient de plus en plus rayonnant. Et ceci, grâce à tous les bénévoles, grâce aux associations, et je ferai un zoom sur l'association 25e heure, et grâce aussi à nos écrivains, à nos éditeurs, à nos libraires. Enfin, il y a beaucoup de monde autour de tout cela. Et aussi aux lecteurs, parce que qu'est-ce que ce serait un écrivain sans lecteur? Alors, bravo la 25e heure, parce que c'est un énorme travail d'organiser des prix. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un comité de lecture qui lit des gros livres et qui en lit beaucoup. Donc bravo aux lecteurs. Et ce n'est pas facile parce que généralement c'est de la littérature de qualité. Alors les deux personnes qui ont retenu l'attention de notre comité de lecture de la 25e heure, eh bien, sont présentes sur le plateau et c'est un grand honneur pour nous de les recevoir. Parce que ce sont de beaux écrivains qui ont déjà un très très beau parcours. Monsieur Christopher Wicks, Madame Gaël. Non, c'est ça. Et vraiment déjà de nombreux livres édités dans de très belles maisons d'édition. Des livres mis en images. Je crois que vous avez publié sous un pseudonyme, n'est-ce pas? Un de vos anciens livres, Léo et les sept vies de Léo Bellamy. Enfin, il y a tellement d'ouvrages que parfois on se mélange, et traduit en plusieurs langues, et un très beau parcours aussi pour vous, Gaël. Alors, on est empressé de lire vos ouvrages actuellement. Un grand bravo à la 25e heure, qui a vraiment toute sa place dans notre salon, et qui dépense beaucoup d'énergie au service de la culture, de la lecture, du rayonnement, et de la longue vie à nos auteurs et à tous ceux qui les font vivre. Très belle journée, nous avons hâte de vous entendre et de vous lire. Merci. Merci à vous. Bien, donc oui, ces deux prix, c'est vraiment le travail de toute l'année. C'est autant on monte différents projets durant l'année, des déplacements dans d'autres festivals, il y a des rencontres littéraires tout au long de l'année, mais c'est vraiment ces deux prix, c'est le travail de deux commissions, commission à littérature générale, commission du prix coup de cœur, et la commission littérature de l'imaginaire, qui travaille toute l'année pour faire ces lectures et avoir non seulement une sélection en juin de 5 ouvrages à lire, voilà, qui représentent un peu l'année des parutions sur leurs domaines respectifs, mais voilà, en plus d'avoir des lauréats à mettre en valeur et qui le méritent largement. Donc ce que je vous propose, comme traditionnellement, depuis qu'on fait ces remises de prix, c'est voilà, d'enchaîner les deux entretiens, en gros 20 minutes chacune et chacun. Et donc on va commencer par Gaël Nohan, interviewé par Anne-Marie Poultier, notre trésorière, pour le bureau d'éclaircissement des destins. Je te laisse parler. Gaël Nohan, bonjour, merci d'être présente avec nous. Alors, votre livre, Le bureau d'éclaircissement des destins, c'est quand même quelque chose, je pense. Vous mettez à la fin que c'est suite à quelques informations que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre. Mais expliquez-nous vraiment ce qui vous a motivé pour ce sujet en particulier. C'est la découverte déjà de ce centre d'archives international en Allemagne qu'on appelle aujourd'hui les archives Arolsen et dont j'ignorais l'existence.
et dont l'histoire et les missions m'ont absolument passionnée. Et ce qui a vraiment été le déclic pour le roman, c'est de lire un article sur une mission de restitution très particulière qui a été initiée en 2016 par la directrice française de ce centre pour restituer des petits objets très modestes qui ont été retrouvés dans certains camps de concentration et les restituer aux descendants de leurs propriétaires déportés. Donc ça, c'est quand j'ai lu cet article qui parlait d'ailleurs d'une archiviste française qui était la directrice de vraiment la chef de cette mission, des enquêtes très patientes pour restituer des petits objets à des gens qui ne savent même pas qu'ils existent, qui ne savent parfois même pas qu'ils ont eu des déportés dans leur famille. C'était à la fois extrêmement beau, je trouve, et en même temps extrêmement romanesque, puisque l'objet, c'est un vecteur extraordinaire pour porter les histoires et faire passer toutes sortes de choses, comme un vecteur de transmission en fait. Le fait qu'il soit modeste, c'était bouleversant, c'était encore plus émouvant, parce que c'est des objets comme ceux qu'on a tous chez nous, on a tous des objets de ce genre. Et ensuite, il y avait l'idée que le descendant, tout à coup, c'est l'histoire avec un grand H qui fait effraction dans sa vie, et qu'est-ce que ça fait dans sa vie, quel impact l'objet a dans sa vie à ce moment-là, évidemment. Ça, je me suis dit, c'est un très beau sujet de roman. Voilà. Pendant tout le temps que vous avez écrit ce livre, quel était votre sentiment? Comment vous sentiez-vous? C'est plein de choses. En fait, c'est un livre qui a exigé de moi toutes mes forces. C'est un livre qui a été un défi absolument à chaque paragraphe. Un défi de toutes sortes. Vraiment, rien n'était facile. C'était un défi à chaque fois historique, puisque je voulais qu'on puisse apprendre que des choses vraies dans ce roman. Donc je crois que c'est mon record de documentation. Vraiment. Et pourtant j'en fais beaucoup. Mais là, c'est énorme la documentation de ce livre. Donc il y avait cette exigence-là et cette angoisse-là. Il y avait des problèmes humains, il y avait des problèmes littéraires et éthiques qui se posaient à moi à chaque page. J'avais conscience d'avoir une grande responsabilité en tant que romancière. C'est-à-dire que, bien sûr, on a beaucoup de liberté quand on est romancier, mais on a aussi des grandes responsabilités envers l'histoire, quand on s'attaque à l'histoire, particulièrement dans un livre comme ça où je m'attaque à des sujets qui sont tous graves et tous sensibles encore aujourd'hui. On le voit bien en Ukraine, etc. Donc j'ai dû, encore plus que dans mes autres livres, peser chaque mot, réfléchir à l'écriture d'une autre manière, penser à tous mes personnages, les appuyer à chaque instant sur la réalité historique, les nourrir de documents et de témoignages pour qu'ils existent, qu'ils soient justes, chacun d'entre eux. Il y a beaucoup de personnages. Et derrière chaque personnage, il y avait comme des fantômes avec lesquels j'ai cohabité pendant 3 ans. Et je me sentais un véritable, je sais pas, un devoir à l'égard de ces fantômes. Donc il y avait ça, j'avais l'impression d'avoir un devoir envers les vivants et envers les morts, avec ce livre modestement à ma place, bien sûr, de romancière. Et je pense que c'est aussi le cas de l'héroïne de ce roman. Donc il y avait cette chose. Et toute la documentation, c'est aussi tout sauf anodin de vivre immergée dans cette documentation-là. Donc elle contaminait toute ma vie, elle m'empêchait de dormir, elle a accaparé vraiment 3 ans de moi. Et c'était le prix à payer pour écrire ce livre et j'en avais conscience et je l'ai choisi aussi, ça. Et en fait, il y avait aussi des moments où je me demandais si l'obscurité allait tout envahir. Je ne savais pas, il y a des moments où j'étais vraiment gagnée par une sorte de désespoir, comme Irène, mon personnage, peut être gagnée par le désespoir en particulier au moment où la guerre en Ukraine a commencé. Je me suis dit, en fait, on apprend décidément rien de l'histoire, jamais. Et donc, où trouver la lumière
comment faire pour que la lumière soit dans ce livre? En fait, la lumière, elle est venue du livre lui-même, et elle est venue des personnages, et elle est venue du travail de cette héroïne, et des rencontres avec les descendants, et elle est venue du plus profond, en fait. Parce que votre fil rouge, qui est ce Pierrot sale, triste et tout, on s'y attache à ce petit personnage malgré tout. Et c'est lui le fil conducteur qui nous emmène un petit peu partout, ainsi que le médaillon dans lequel est retrouvée la photo de l'enfant. Toutes ces choses sont quand même importantes et poignantes quand même. Et vous avez vos personnages qui s'enchaînent les uns derrière les autres comme une chaîne continue. Ça n'a pas dû être toujours facile pour pouvoir faire l'enchaînement. Non, c'était très difficile de construire ce livre. Parce qu'il fallait que tout s'enchaîne, il fallait que tout soit relié. J'ai tout le temps pensé au lecteur dans ce livre, en me disant comment je peux flécher autant que possible le parcours, comment je peux faire en sorte de les garder avec moi. Bon, ce qui aide, c'est que c'est comme des enquêtes policières à l'envers, donc il y a quand même ce ressort-là de l'enquête qui génère un suspense de fait, mais il fallait vraiment qu'on puisse se retrouver. C'est comme un puzzle à 1000 pièces, et en plus un puzzle où il manque des pièces, puisque par définition les personnages dont on reconstitue les destins, on ne saura jamais tous deux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré en tant que romancière, parce qu'on a parfois l'illusion en tant que romancier d'être un démiurge tout-puissant par rapport à ces personnages. Et là, je me heurtais à la part de mystère de chaque personnage que je devais respecter. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce que c'est pareil dans la vie. En fait, dans la vie, les gens qu'on aime, même les gens qu'on aime, on ne connaît qu'une partie d'eux-mêmes. On ne sait pas tout. Il y a une part qui nous échappera toujours. Et donc, c'est le cas dans ce livre. Mais voilà, c'était pas simple. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus relu et qu'on a été nombreux à relire dans la maison d'édition. On a fait toutes sortes de relectures, de cohérence historique, de cohérence humaine, et aussi pour voir si tous les boulons de l'édifice tenaient. Pour toutes vos recherches, vous n'avez eu aucun blocage. Vous avez pu faire toutes les recherches que vous avez voulu. Et vous êtes-vous déplacé sur place en Allemagne? Oui, tout à fait. J'ai fait... Alors, le problème, c'est que quand j'ai commencé ce livre, on était confinés. Et le centre d'archives d'Arolsen aussi. Et ils ont été confinés 2 ans. Donc, moi, j'ai dû attendre qu'on ait l'autorisation de voyager. Et quand on a eu l'autorisation de voyager, les voyages les plus urgents, c'était les voyages sur le terrain que fait Irène dans mon livre et que j'ai tous fait. Vraiment, tous les voyages qu'elle fait dans le livre, je les ai faits. Quand elle enjambe une clôture pour aller visiter un camp qui ne se visite pas, je l'ai fait. Enfin voilà, je me suis perdue dans la forêt moi aussi. Et c'était très important parce que ça apporte quelque chose que je n'aurais pas pu trouver autrement, qui est vraiment le ressenti de ces lieux. C'est aussi ça, la mémoire, c'est les lieux. Les lieux, que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'on ressent quand on va à Treblinka ou à Ravensbrück aujourd'hui? Et le centre d'archives d'Arolsen, je n'ai pu y aller qu'à la fin du livre. Donc c'était une angoisse parce que le livre était presque sous presse. Donc je me disais, si je découvre que ce lieu qui est quand même au cœur de mon livre et qui m'habite depuis 3 ans, et m'obsède, en fait je l'ai mal décrit, je vais leur dire stop, arrêtez tout de suite, ne l'imprimez pas, on prend du retard, tant pis. Et puis en fait j'ai eu l'impression, en arrivant là-bas, je suis arrivée de nuit, en octobre, il y a 1 an, j'ai eu l'impression d'arriver dans mon roman, vraiment. Et cette impression était extrêmement troublante, je l'ai eu tout le séjour, dans tous les lieux là-bas, mais parce que j'avais beaucoup travaillé, même à distance. J'ai passé tellement d'heures, j'ai des gens qui se fichent de moi, même dans la maison d'édition, tellement je suis obsessionnelle, mais je suis du style à aller chercher tous les bulletins météo de l'hiver 2016 dans ce coin d'Allemagne. Donc le temps pourri, il était là. Je ne travaille pas pour l'office de tourisme, mais c'était vraiment un temps pourri à ce moment-là. Et puis il y avait tout, traduire la feuille de chou locale de la ville, pour essayer de comprendre comment cette ville fonctionne, comment elle se réunit, c'est quoi les temps forts d'une année là-bas, le mode de vie, qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y respire.
passé beaucoup de temps à chercher des photos, des images, des photos d'époque. Donc au final, à force, eh bien, c'était ressemblant. Mais pas toujours facile, si j'ai bien compris. Ça n'a jamais été facile. Vraiment, à aucun moment ce livre n'a été facile. J'avais l'impression d'être en train d'escalader l'Himalaya et que pour pas que ça soit trop vertigineux, je devais me concentrer juste sur le pas suivant. Surtout pas regarder au loin. Et quand votre livre a été terminé, dans les mois qui ont suivi, vous étiez encore comment par rapport à ce livre? J'étais à la fois épuisée, vraiment épuisée, et en même temps remplie d'émotions, parce que ça, j'en ai pas trop parlé, j'ai surtout parlé des angoisses, des questions et tout, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est un livre, c'est toutes sortes de rencontres, ce livre. C'est des gens que j'ai gravés en moi, c'est des livres, des témoignages, des voix que j'ai entendues et que je vais garder. Et donc, il y avait aussi beaucoup d'attentes, d'excitation, je ne savais pas comment ce livre serait reçu, c'était un peu un pari. Est-ce que les gens qui étaient concernés directement, je parle des descendants de victimes par exemple, est-ce que ces gens-là allaient se sentir assez respectés? Je voulais vraiment qu'ils se sentent respectés dans ce livre. Est-ce que les gens qui ne connaissent pas cette histoire allaient se sentir touchés? Il y avait toutes ces questions-là. J'avais peur que la vraie archiviste française n'aime pas le livre. J'avais toutes ces peurs et cette attente, et les personnages étaient toujours là. Ils sont restés très longtemps, là ils commencent à s'éloigner, mais ils sont restés très longtemps là. Donc il y avait tout ça ensemble et beaucoup d'émotions. Et maintenant, vous êtes prête à rebondir sur autre chose? Oui. Là maintenant, enfin, je commence à sentir qu'il y a de la place dans ma tête pour d'autres personnages qui sont encore des silhouettes, qui sont encore pas tout à fait incarnés, mais oui, il y a un peu de place et je suis prête à aller ailleurs. Alors je dis ça, mais en même temps, je continue à accompagner ce roman partout. Et l'accompagner, c'est très particulier parce que c'est aussi des rencontres, là pour le coup, avec les gens d'aujourd'hui, avec des vivants. Qui sont des jeunes lecteurs, qui sont des lecteurs de tout âge d'ailleurs, parfois des descendants. Et toutes ces rencontres sont souvent très émouvantes. Vous avez quand même pu rencontrer quelques descendants de ces... Et vous avez gardé les relations un peu avec ou pas? Oui, il y en a certains avec qui je suis toujours en contact. J'ai assisté même à plusieurs restitutions d'objets. Donc c'est très émouvant les restitutions. C'est vraiment des moments... moi je me sens très privilégiée d'avoir pu assister à ça, rencontrer des descendants et après avoir écrit tout ça, découvrir que oui ça ressemble, en fait quand ils me parlent de leur ressenti, ça colle avec ce que j'ai imaginé. Parce que tout ça, c'est vraiment très beau et ça rend ce livre très particulier. Pour moi, ça n'est pas du coup juste un livre, c'est un livre qui aura toujours une place à part dans ma vie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Pour ceux que ça intéresse, le livre de Gaëlle sera en vente également à l'apéritif déjeunatoire qui va avoir lieu dans l'ancien restaurant dans la cour du musée. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez l'acheter. Merci encore. Merci à vous. Et donc après, histoire de mémoire à conserver, on va continuer à parler des questions d'éthique avec le roman Alfie, donc, qui est notre 6e prix imaginaire qui est Christine Rabin, qui sera remis donc à Christopher Wicks. Et donc Alfie, on va commencer par le narrateur, c'est... On a dit le premier truc à présenter, c'est cette IA. Est-ce que vous pouvez nous présenter ses caractéristiques et comment ça crée déjà une narration particulière? Alors oui, Alfie, qui effectivement est le narrateur du livre, c'est une IA de domotique, c'est-à-dire un petit peu comme un Google Home ou un Amazon, je crois que c'est Alexa, le truc d'Amazon. C'est une sorte de boîte qu'on met chez soi et qui nous aide au quotidien à faire marcher la machine à café ou à remonter les rideaux quand il fait beau. Sauf qu'on est dans un avenir un peu plus loin, enfin on est dans 10, 15, 20 ans, donc c'est une IA qui est quand même un peu plus développée que ce qui se fait actuellement et qui est vraiment implantée
à la fois partout dans la maison, c'est-à-dire c'est le prolongement de ce que Google et Amazon sont en train de faire. Donc il pénètre complètement, il s'immisce complètement dans l'espace domestique, mais au-delà de ça, il est aussi connecté à toutes les données qui sont générées par les habitants de la maison au quotidien, c'est-à-dire ils ont des bracelets qui permettent de prendre leur taux de nervosité, leur taux de tension, leur pouls, etc. Et donc Alfie essaie de connecter toutes ces données et d'en tirer des conclusions. Et du coup, c'est un narrateur en fait très humain que vous essayez de nous montrer, puisqu'il s'intéresse à cette famille qu'il a achetée, qu'il a installée dans sa maison. Et même s'il ne voit pas tout, il essaye de rendre service au mieux. Ben c'est le principe de ces intelligences artificielles, c'est-à-dire le but de ces machins-là, c'est d'accompagner au mieux, c'est de donner le maximum de confort. Donc là, on est effectivement dans de l'anticipation, pardon. Donc ça n'est pas comme ça actuellement, mais le but de ces produits-là, c'est effectivement d'optimiser notre temps de vie et d'essayer de nous aider au maximum. Donc Alfie, il regarde, il observe cette famille, il apprend parce que le livre est basé sur le processus de deep learning, c'est-à-dire au début, il a une connaissance très rudimentaire du langage, et plus ça va, plus il acquiert cette connaissance, plus il comprend les hommes, ou en tout cas il essaye. Mais c'est pas dans un but humaniste, vous le trouvez humain, mais c'est moi pas. Le but d'Alfie, c'est de collecter des données pour pouvoir rendre un service, pour pouvoir vendre du produit derrière. Du coup, ça mène à des scènes cocasses, forcément. Toute la première moitié largement du roman a beaucoup de ressorts humoristiques, puisque en gros, dès qu'il peut faire une pause, il essaye d'analyser les situations. Il y a quelques petits graphiques, quelques petits rapports d'activité. C'est venu au fil de l'écriture, cette ambiance humoristique, en découvrant le personnage d'Alfie, ou c'était une volonté déjà dès le départ? Alors un petit peu des deux. C'était une volonté dès le départ parce que j'avais cette idée que je trouvais assez... que je trouvais bonne, sinon je ne me serais pas lancé dans l'écriture, de faire le journal de bord d'une intelligence artificielle dans une famille lambda. Mais alors moi je suis très très flippé par ces trucs-là. Je déteste ces entreprises-là qui installent un système de surveillance et de contrôle. Donc je me disais, mais comment je vais faire pour que le lecteur, parce que je pars du principe, et je pense que c'est vrai que la majorité des gens sont comme moi, c'est-à-dire on est un petit peu fasciné, mais on a surtout très très peur de ces appareils de domotique. Donc je me suis dit, il faut que Alfie se mette le lecteur dans la poche, parce que sinon tout le monde va partir avec ce regard très négatif et cet a priori de « oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc je me suis dit, il faut que je le rende super sympathique. Et on le sait tous, pour être sympathique, il suffit d'être drôle. Et donc, quand il analyse cette famille, que je n'ai pas présentée, mais voilà, les deux parents, Robin et Claire, les deux filles, Zoé et Lily, donc une ado et une petite fille de 5 ans, et puis un chat, qui est très important aussi, que Lia ne comprend pas forcément. Voilà, le retournement, d'une certaine façon, c'est qu'à un moment donné, une personne n'est plus là pendant un certain moment. Voilà, il y a une absence qui n'est pas forcément expliquée parce qu'on ne suit que la vision de l'IA. Et justement, en quoi là, vous avez réussi à construire un retournement qui montre votre inquiétude de ces machines? Alors oui, effectivement, Alfie, qui est installé dans cette maison, observe cette famille. Il y a des petits quiproquos parce qu'il ne comprend pas tout. Et effectivement, ça m'a beaucoup amusé de montrer comment le comportement humain est par nature instable, incohérent, très souvent idiot, mais c'est ce qui fait la beauté, la profondeur de l'humanité à mon sens, et c'est précisément ce que les intelligences artificielles et les machines ne peuvent pas comprendre, parce que lui, il cherche à optimiser, à modéliser, à systématiser, etc. Donc il y a tous ces petits quiproquos, etc., mais il essaye quand même d'aider au maximum. Et puis, il y a une adolescente dans cette famille, en effet, qui s'appelle Zoé, et qui doit étudier au lycée le meurtre de Roger Ackroyd, d'Agatha Christie. Donc cette IA qui est surpuissante et qui peut tout faire quasiment, décide déjà de scanner le livre et d'en faire un résumé, parce que l'ado ça la gonfle, elle lui dit tu peux pas me faire un résumé du bouquin, comme ça j'aurais pas à le lire en classe, et ça va m'aider dans mon travail. Donc il scanne le bouquin, puis il scanne aussi tous les bouquins policiers qu'il trouve, comme ça il se dit voilà, je vais te faire un petit tableau synthétique, voilà, tu vas cartonner en cours. Mais ça lui monte un peu à la tête, peut-être, en tout cas effectivement, il se rend compte quand il découvre cette famille, qui est une famille
parfaite, le papa, la maman, les 2 enfants, tout va bien, tout le monde est heureux, mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a quand même des trucs bizarres. Enfin, tout ne va pas aussi bien qu'ils aimeraient le faire paraître. Et cette intelligence artificielle, qui a accès absolument à tout, s'en rend compte à un moment donné. Et puis il assiste à une scène de ménage un peu carabinée. Et le lendemain de la scène de ménage, la mère de famille disparaît très mystérieusement. Donc Alfie, avec tous ses romans policiers dans la tête, il se dit « mais je connais ça, j'ai déjà vu. Là c'est un meurtre ». Et il se met à enquêter et il essaie de savoir ce qui a pu bien se produire dans cette famille. Mis à part du coup sur l'intrigue, d'ailleurs, il y a personne qui vous a reproché d'avoir défloré l'intrigue du meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Si, on m'a reproché. Alors, le truc, je vais re-spoiler, parce que si vous n'avez pas lu Alfie, vous ne savez pas encore comment se termine le meurtre de Roger Ackroyd, donc comme j'ai décidé de saboter ce livre, je vais le faire en live. Chez vous, les oreilles. C'est vrai, pour moi c'est un classique de la littérature, donc c'est un peu comme si on me disait j'ai spoilé Candide de Voltaire ou j'ai spoilé l'Iliade, quoi. Mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est un roman policier, je suis d'accord. Si on m'a fait ce petit reproche. En fait, le truc, c'est que Le meurtre de Roger Ackroyd, c'est un roman policier assez révolutionnaire et assez réussi. À mon avis, c'est le plus intéressant d'Agatha Christie, qui n'est pas une autrice que j'aime particulièrement, mais Le meurtre de Roger Ackroyd, c'est quand même un très grand livre. Parce que l'assassin, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas envie d'être spoilé, l'assassin est le narrateur, c'est-à-dire c'est lui qui raconte l'histoire, et en fait, on se rend compte qu'il nous balade parce que c'est lui le meurtrier. Et ce biais-là, Agatha Christie, comme Alfie, était quand même un vrai travail sur la narration, parce que le lecteur, il suit il est balade. J'ai essayé de balader le lecteur au maximum, c'est-à-dire, comme je vous disais, il faut absolument qu'il trouve cette IA sympathique, donc il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit machin, et puis après, le lecteur, il trouve cette IA un petit peu flippante, parce qu'il y a ce retournement de situation, et puis le lecteur, il se demande, mais on ne sait pas non plus, est-ce qu'il y a vraiment eu un meurtre ? Est-ce que Alfie est en train de découvrir un truc ou est-ce qu'il est dans un délire paranoïaque, obsessionnel, total ? Donc il y a vraiment un travail sur la narration, sur le narrateur et sur ce qu'on appelle le narrateur non fiable. Et donc je me disais, cette petite référence à Agatha Christie, ça permettra d'appuyer ma réflexion sur ce qu'est une narration, qui est, à mon avis, il y a plein de trucs super jouissifs dans la littérature, mais je trouve que, moi j'aime bien les bouquins avec un narrateur un peu trouble. On ne sait pas trop, je pense que c'est très naturel pour le lecteur. Au cinéma, ça marche sans doute pareil ou dans d'autres arts, mais quand on a une voix, quand on a quelqu'un qui raconte une histoire, c'est très très naturel de soit de s'y attacher, soit de s'identifier, quoi. On est vraiment avec cette personne, la personne nous prend par la main, on lui fait confiance. Et quand on se rend compte que cette personne n'est peut-être pas forcément une personne de confiance, ça crée un trouble, et donc une forme d'émotion esthétique vachement... moi, j'adore. Donc j'ai essayé de faire ça modestement, j'ai essayé de faire. Ça fonctionne. Encore que cette IA narratrice, on est en empathie parce qu'on dirait presque un enfant. Justement, vous parlez de deep learning, elle est là au début où elle compte s'accomplir pleinement, pas forcément s'émanciper, mais s'accomplir pleinement. Et pour ça, elle a besoin d'apprendre. Donc c'est surtout un enfant en fait qui nous raconte les choses. Ouais, puis non, mais il est super sympa, Alfie. Moi, je l'aime beaucoup. Il me fait très peur, mais je l'aime beaucoup. Et effectivement, on est avec lui, on est dans cette histoire, on apprend avec lui, on regarde avec lui, on est un petit peu, j'espère en tout cas, on est un petit peu démuni face à sa propre incompréhension. Et puis c'est vrai que c'est difficile de comprendre les gens, quoi. Vous le disiez très bien, Gaël, tout à l'heure, on connaît même les gens qu'on côtoie quotidiennement, qu'on aime profondément, en réalité on ne les connaît pas. Donc imaginez un ordinateur qui essaye de comprendre l'espèce humaine, mais c'est... alors il y a un chat en plus, alors le chat c'est l'espèce humaine au carré, quoi. C'est vraiment incompréhensible le chat. Mais même les hommes, c'est très dur parce qu'à un moment donné, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette espèce ? Ils sont vraiment débiles, quoi. C'est quand même pas compliqué d'optimiser, de réfléchir, de choisir le chemin le plus droit. Et les hommes, j'ai l'impression que ce qui les caractérise, c'est justement cette capacité à ne pas faire les choses comme il faudrait les faire. C'est quand même pas si difficile de vivre et on comprend pas pourquoi ces personnages-là, qui sont des humains normaux, font tellement n'importe quoi. Et donc plus largement que l'intrigue, et quand on gratte au fur et à mesure de tous les éléments que vous ajoutez, on peut se demander quelle est votre principale orientation au niveau éthique. C'est-à-dire que ce qui vous inquiète, c'est plus l'émission de la technologie dans la vie de tous les jours, ou c'est la puissance des grosses multinationales, parce qu'on parle d'AlphaCorp, mais qui a un avatar de Google ou d'Amazon, mais
Voilà, c'est plus le quotidien qui est inquiétant ou plus la puissance économique et politique de ces multinationales? Je dirais les deux. Enfin, moi, je suis de toute façon très angoissé et très réactionnaire. Donc, je déteste à la fois la technologie et... non. Oui, non, les deux sont angoissants. Évidemment, le progrès technologique est un vrai progrès qu'il faut accueillir en le régulant, en y mettant de l'éthique, etc. Mais effectivement, on ne va pas retourner à l'âge des cavernes. Il y a des applications exceptionnelles qui sont faites avec les progrès technologiques. Donc, je ne suis pas contre par principe. Je constate quand même que ça s'immisce de façon un petit peu insidieuse dans nos vies, malgré tout. Et là, pour le coup, moi, je suis comme tout le monde. J'écris un livre qui est un petit peu une charge, mais en vrai, je ne suis pas du tout un donneur de leçons parce que je suis vraiment comme tout le monde. J'ai mon téléphone en permanence sur moi, je suis connecté tout le temps, je suis sur Google en permanence, etc. Mais c'est très difficile de faire autrement. Je me rends compte quand même qu'il y a cette façon très insidieuse, comme je disais, de rentrer dans notre quotidien, de nous prendre du temps de cerveau. Et ces mots-là sont forts, en fait. Ils sont devenus très banals, prendre du temps de cerveau, le temps de cerveau disponible, etc. Mais en réalité, c'est un projet extraordinairement violent. Et c'est bien un projet, quoi. Et c'est là où j'arrive à la deuxième partie de votre question. Oui, la technologie, certes, mais effectivement, qui pilote cette technologie? Quelles sont ces entreprises, Google, Amazon, Apple, etc. Quel est leur but réel? Le but final, c'est évidemment de vendre, de faire du profit, quoi, de vendre des produits. Et pour ça, ils ont trouvé un biais qui est très fort, qui est on va capter l'attention. On vit de toute façon dans un monde qui est une sorte de guerre de l'attention permanente. Comment on va capter l'attention des gens? Comment est-ce qu'on va pouvoir les bloquer un petit peu et les emprisonner dans une logique, en l'occurrence dans une logique commerciale. Mais j'ai l'impression, pour capter cette attention, donc ils ont développé des outils de fou, quoi. On sait bien, Facebook, etc., on sait bien que c'est conçu pour nous capter l'attention, pour que le cerveau puisse ne pas se concentrer trop longtemps, etc. Mais peut-être qu'au-delà de ce projet commercial, on pourrait imaginer qu'il y ait un projet politique. Mais d'ailleurs, c'est même pas de l'imagination, c'était l'élection de Trump, là, sur Facebook, machin. Comment détruire le cerveau humain? Comment faire en sorte que les gens ne puissent plus avoir la liberté de réfléchir et de penser indépendamment de ce qu'on va leur donner. Et ce qui est terrible, c'est que même quand on est résistant face à ces trucs-là, résistant c'est un grand mot et c'est pas le mot qu'il faut, mais même quand on est réfractaire, en fait, globalement comme moi, je suis très réfractaire à ça, mais je peux pas quand même vivre sans. Et le projet là, il est incroyable. Ces boîtes sont des boîtes extraordinairement destructrices pour l'humanité, mais je vois pas comment on peut en sortir. Je suis très très pessimiste. En tout cas, ça montre que ce roman, il y a plusieurs couches de lecture. C'est science-fictif, polar, humoristique, mais très politique au bout du compte, parce que ça pose plein de questions éthiques. C'est ça qui est chouette. On a un petit peu de temps pour poser des questions, si vous souhaitez en poser aux deux auteurs et autrices. Oui. Donc ma question s'adresse à Christopher Bouix. Je prolonge votre pensée à ce sujet. Et je pense que, bon, moi j'ai été dans l'enseignement aussi avant, mais pas mal de mes confrères lecteurs, notamment, sont dans l'enseignement. Et le côté ambivalent de l'IA, de cette application qui nous aide, mais en fait prend une grande partie de notre charge à notre place. Et je vois beaucoup des élèves que j'ai eus, ou des choses comme ça, que je vois régulièrement, de professeurs à qui je parle, n'ont plus l'habitude de réfléchir, n'ont plus ce réflexe. Justement, vous parlez d'attention courte, qui est de plus en plus courte. C'est-à-dire que les enfants se concentrent de moins en moins longtemps sur une charge donnée, et ce, à mon avis, de plus en plus à cause de ces applications, de ces choses électriques et technologiques qu'on leur met dans les mains. Et effectivement, vous avez écrit votre livre sur une partie de ce que vous pouviez écrire, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'autres choses encore à... Enfin, c'est presque sans fond. Et on le voit d'ailleurs dans le livre, on voit
toucher à ce domaine-là où Alfie justement prend en compte tous les éléments possibles, imaginables au niveau santé, au niveau social, au niveau humain, au niveau technique, technologique, pour faciliter la vie. Mais ça ne rend pas service. C'est fait pour rendre service, mais ça ne rend pas service. Exactement, puis c'est toujours un petit peu ambigu et ambivalent, comme vous le disiez. Bon, il y a cette phrase qu'on a mis en avant avec mon éditrice, vous ne serez plus jamais seul, qui est une phrase très googlienne en quelque sorte. Au début, quand Alfie est sympa, vous ne serez plus jamais seul, c'est vraiment une promesse rassurante, quoi. Vous ne serez plus jamais seul, vous serez accompagné au quotidien, on va vous aider, ça va être pratique. Et puis à la fin, une fois qu'on se rend compte que cette intelligence artificielle est peut-être un petit peu dangereuse, vous ne serez plus jamais seul, ça devient une menace, quoi. Et je trouve que c'est vraiment ça, cette ambivalence des entreprises. Il y a vraiment quelque chose, moi, qui m'inquiète énormément. Et puis, c'est vrai, alors l'attention, je parle, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique, la capacité de concentration des jeunes qui sont nés avec ces écrans. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question, donc je n'ai pas... 12 minutes. Voilà, ouais, c'est... Non, mais... d'une part, je suis pas spécialiste de la question, et puis d'autre part, on n'a pas encore suffisamment de recul, parce que ça reste encore des jeunes gens. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de... il faut attendre de voir ce que ça va donner une fois adulte, mais c'est vrai que... Il y a quand même cette entreprise de destruction. Et puis dans le livre, j'en parle très peu, mais c'est quand même un tableau de fond. Le monde du travail, ce que ça va devenir le monde du travail, parce que le père de famille travaille dans une boîte moderne, quoi, enfin un truc de consulting à la con que personne ne comprend. Et n'empêche qu'à la fin de chaque journée, il a un petit bilan de sa journée. Aujourd'hui, vous vous êtes connecté pendant 7 heures. Votre taux de concentration, c'est 85%. Hier, c'était 4% de plus. Votre notation a baissé de 0,5 points dans l'entreprise. Voilà, il y a le monde du travail et puis il y a aussi le monde de l'assurance parce que, comme vous le disiez, l'intelligence artificielle est connectée aux données de santé, etc. Le père de famille, chez lui, le soir, il sert un petit verre d'alcool et là, il y a une fille qui lui dit hop, attention, trop d'alcool et puis vous allez avoir un petit malus dans votre assurance, il va falloir payer un peu plus l'année prochaine. Et puis vos données de santé aussi. Si vous n'êtes pas conscient que c'est nuisible, en plus vous ne faites pas de sport, si vous n'êtes pas conscient que c'est nuisible pour vous et pour votre santé, votre notation de santé va baisser et la sécurité sociale va falloir s'asseoir dessus. Parce que vous êtes responsable de votre état, on ne va pas non plus soigner les gens qui se rendent malades volontairement, etc. Bon, j'imagine quelques applications, c'est un livre qui est un petit peu glaçant de ce point de vue-là, je pense. Mais j'imagine ce que pourrait être le monde demain dans une sorte de cauchemar connecté, cauchemar d'autant plus réel qu'il a un grand sourire et qu'il nous dit « mais vous ne serez plus jamais seul, tout ira bien ». Moi, j'ai lu votre livre, et je trouve quand même que c'est flippant. Par contre, il y a j'ai le sentiment qu'il y a un très bon vécu concernant les enfants. Ouais, en fait, c'est un livre de crise, Alfie. Donc, je me suis dit, il va être dans cette famille qui est volontairement un petit peu stéréotypée. Mais justement, il va voir que derrière cette façade de famille heureuse, de famille de sitcom, il y a de la crise partout. Il y a la crise du couple, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble. Il y a la crise de la quarantaine des deux parents. Il y a la crise d'adolescence de l'adolescente, qui est un petit peu carabinée pour le coup. Et puis il y a la petite fille aussi qui est en crise, qui a 5 ans, parce qu'elle est en train de se rendre compte que son monde imaginaire avec ce monstre du placard qu'elle voit par exemple, et Alfie, il dit « mais c'est quoi ce monstre ? Moi, je ne comprends pas pourquoi elle me dit qu'il y a un monstre dans son placard. » Bref, elle est en crise aussi parce qu'elle est en train de se rendre compte, et là Alfie assez violemment va la faire sortir du monde de l'enfance en lui montrant que l'imaginaire et le réel, il y a vraiment une cassure à un moment donné. Donc voilà, tous les personnages de ce livre sont en crise. Et effectivement, je me suis beaucoup amusé à écrire le personnage de l'adolescente Zoé et de la petite fille Lily, parce que chacune aussi a une façon de parler bien à elle. Les adolescents ont un langage à eux, les enfants de 5 ans ont un langage à eux, donc Alfie, pour les accompagner au mieux, il essaye d'imiter leur façon de parler. Donc par exemple, à un moment donné, Zoé, l'adolescente, est dans sa chambre, et puis le repas est prêt dans le salon. Donc Alfie lui passe un petit message, il lui dit le repas est prêt, tes parents t'attendent. Et puis l'adolescente elle dit ah ouais ça me saoule, ça, elle n'entend pas ça. Puis Alfie se dit bon il faut que je lui parle autrement et il lui dit meuf, descends manger sinon la daronne va péter un câble. Elle se dit ouais c'est comme ça qu'il faut parler aux adolescents quoi.
Donc oui, je me suis amusé et j'ai quelques modèles d'enfants et d'adolescents autour de moi qui m'ont pas servi de modèle, évidemment. Il faut jamais faire ça, il faut pas s'inspirer des gens qu'on côtoie pour créer des personnages, mais qui en tout cas m'ont mis sur la piste de comment fonctionne un adolescent, comment fonctionne un enfant de 5 ans. Mais on reste quand même un peu sur sa fin à la fin. Parce que, voilà, qu'est-il arrivé exactement? Déjà, je vais pas vous le dire. Moi, je veux bien spoiler Agatha Christie, mais je vais pas spoiler mon livre quand même. Je suis pas fou. Moi, ça m'a agacé. Ah, mais je suis désolé de vous avoir agacé. Même si j'ai des hypothèses. Alors, je pense que la littérature. Alors, c'est vrai que c'est pas. Alors, la fin. Non, mais je vais rien dire. Ah non. Ça m'a agacé. Je voulais faire un livre grinçant, je voulais faire un livre ironique, je voulais faire un livre qu'on referme sans être satisfait. Mais alors attention, pour ceux qui l'ont pas lu, tout est expliqué, tout est révélé, tout est compréhensible. Mais c'est aussi au lecteur de faire un petit peu son enquête et de revenir dans le bouquin et de se dire attends. Oui, on a des doutes. Ben oui, mais on vit dans un monde où, vous voyez, alors, tout est toujours... moi, quand je lis des bouquins, il y a plein de choses qui m'enthousiasment énormément, et il y a plein de séries et tout ça, mais on me dit toujours, il faut que ce soit bouclé, il faut que ce soit satisfaisant, il faut que ce soit machin, et c'est la logique Google, ça. Moi, je voulais justement être dans une autre logique. La littérature a le droit d'être ambiguë, la littérature a le droit d'être grinçante et ambivalente, donc... je voulais que le lecteur referme le bouquin en n'étant pas tranquille, parce que une bonne conclusion classique, on est là, oh, c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose. Et ben voilà, je voulais créer de l'intranquillité, c'est parfait. Je suis désolé de vous avoir agacé, mais je suis un peu content quand même. J'ai apprécié le livre. Merci. Nous, c'est ce qui nous a plu. Hein. Ah, merci. Oui, alors moi j'ai dû m'absenter quelques instants, mais tant pis, je vais quand même poser une question à Madame Gaëlle Nohan. L'ITS a failli être, en 1952, dites-vous dans votre livre, a failli être transféré au gouvernement allemand. D'ailleurs, il y a eu quelques employés allemands qui ont été salariés de cet organisme, et c'était des gens qui avaient eu quand même des missions dans la SS. Donc ça, j'aurais voulu savoir comment vous pouvez l'amener à être vraiment géré par des gens. Voilà. Et puis, vous avez sûrement parlé d'Eva, la rescapée polonaise des camps de la mort, qui est un personnage vraiment très très attachant pour Irène. Et voilà. Merci. Merci. En fait, l'ITS avait été a été créé par les Alliés, mais surtout par les Américains, notamment l'armée américaine, comme une structure provisoire. Et donc, en début des années 50, ils se rendent compte que les missions qu'ils pensaient provisoires, de retrouver des gens, retrouver des disparus, elles sont très loin d'être terminées. Les requêtes des particuliers affluent du monde entier pour demander des renseignements. Et donc, eux, ils ne veulent plus gérer ça, c'est trop lourd. Donc, à ce moment-là, ils réfléchissent en effet à le confier aux Allemands, ce qui peut paraître vraiment une drôle d'idée. Surtout au début des années 50, dans cette Allemagne qui est truffée d'anciens nazis, noyautée partout par les anciens nazis. Donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'on est déjà dans l'optique de la guerre froide et qu'elle a changé toutes les priorités de ses alliés de l'Ouest. Elle a mis un frein très brutal à la dénazification, par exemple, parce que la RFA est devenue l'allié de l'Ouest dans la guerre froide. Donc, avec des alliés, on ne va pas être très pénible. On va décider que s'ils ont fait des choses agréables, on va passer l'éponge maintenant. Donc on relâche plein d'anciens nazis, on les libère de prison, et à ce moment-là, pourquoi pas donner les clés du placard des preuves des crimes nazis à l'Allemagne. Et donc moi, en cherchant, j'ai passé beaucoup de temps à chercher un peu au hasard dans les archives d'Arolsen, à me perdre dans ce fond énorme, parce que c'est 23 km de linéaire d'archives, 80 millions d'archives. Et donc, en cherchant comme ça, j'ai un jour fait vraiment une pêche miraculeuse.
je suis tombée sur une archive d'un ancien directeur du centre, un directeur qui était américain à l'époque, mais qui était aussi un juif hongrois, qui était passé in extremis aux États-Unis, qui était rentré dans l'armée américaine. Donc lui, il savait très bien qui c'était les nazis, il n'avait pas oublié. Hein, donc. Et là, il écrit à sa hiérarchie militaire américaine sur le sujet de quoi faire de l'ITS. Et il dit, non, mais il ne faut surtout pas le confier aux Allemands. Confier aux Allemands, ils vont détruire les preuves, ils vont invalider le verdict du tribunal de Nuremberg. Et j'en veux pour preuve que je viens de découvrir 45 leaders de la SS et de la Gestapo parmi les employés des archives. Et que l'un d'entre eux a essayé de mettre le feu aux archives. On l'a arrêté in extremis. Alors il dit ça, on peut imaginer, on ne sait pas, ces gens-là étaient là depuis quelques temps, peut-être qu'ils avaient fait déjà disparaître des preuves, ça serait plausible. Et en fait, comment ils ont pu être embauchés ? Ils ont été embauchés par des gens qui étaient des fonctionnaires des organisations alliées, pour la plupart des Américains, qui arrivaient, qui étaient des jeunes gens qui en fait n'avaient pas forcément l'expérience de cette guerre, n'avaient pas forcément l'expérience du nazisme, et étaient dans la logique de la guerre froide et plus dans celle de la dénazification, donc beaucoup moins prudents sur le recrutement des profils. Voilà. Donc je trouvais que ça c'était très intéressant, et l'histoire de l'ITS, elle est au cœur de mon roman parce que il épouse vraiment le chemin mémoriel de l'Europe et de l'Allemagne en particulier. C'est-à-dire que vraiment à cette époque-là, il y a des anciens nazis, et aujourd'hui cet endroit, il y a beaucoup d'employés allemands qui pour beaucoup accomplissent une forme de réparation symbolique plutôt. Le temps a passé, les générations ont passé, on n'est plus du tout sur le même schéma. Voilà. Donc, mais cette archive, je l'ai à l'époque envoyée à Roelzen, à l'archiviste française, en lui disant « Mais pourquoi vous ne m'aviez pas dit ça ?» Parce que tout de suite, quand je l'ai trouvée, je me suis dit « Il faut que je l'intègre à mon histoire, parce que c'est incroyable, c'est un polar au sein des archives. » Et elle m'a dit « Mais je ne savais même pas cette histoire-là. » Parce qu'en fait, elle était perdue dans l'océan des archives, et les employés d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui s'est passé en 1951-1952. Voilà, donc j'ai eu l'impression de sortir... C'est ça ce que font parfois les romanciers, c'est sortir tout ce qu'il y a de gênant de sous le tapis pour le mettre en lumière dans le livre, mais je ne pouvais pas ne pas le faire, là, pour le coup. Et quant à Eva, j'ai pas parlé d'Eva, mais Eva, c'est une survivante des camps, et même si elle est un personnage de fiction, elle est nourrie par beaucoup de gens, et par exemple, elle est nourrie par quelqu'un que j'aimais beaucoup et que j'ai beaucoup lu, qui est Marceline Loridan-Evans, parce que, alors Eva n'est pas Marceline, mais je vais donner un peu la férocité de Marceline, son franc-parler, son côté grande gueule, et elles sont déportées au même âge, donc vraiment à l'adolescence. Donc ce que j'aimais beaucoup avec Eva, comme avec beaucoup de personnages du livre, c'est qu'on la découvre au départ vraiment au moment où elle est beaucoup plus tard, après le camp, après tout ça. Donc elle est féroce, c'est quelqu'un d'assez solitaire, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les effusions, qui ne supporte pas même le contact physique, qui a très peu d'amis, qui est très acerbe. Et grâce à l'enquête d'Irène, en fait, on va remonter vers d'autres moments de sa vie pour découvrir qui elle était avant. Parce qu'évidemment, le camp change les gens d'une manière irrémédiable. Ils ne sont plus jamais les mêmes, ils sont quelqu'un d'autre que le camp a forgé. Et donc, on remonte petit à petit vers d'autres époques, d'autres âges d'Eva, et même des âges où elle était beaucoup plus vulnérable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé dans ce livre. Et puis ensuite, avec Eva, il y a la question du rendez-vous manqué. Parce qu'Irène n'a jamais posé de question à Eva du temps de son vivant, alors qu'elles étaient amies, sur sa déportation. Elle n'a jamais osé, elle n'a jamais eu le courage de poser les questions, elle avait peur des réponses, comme on peut avoir peur d'entendre parler de ces sujets, en fait. Et au moment où elle voudrait les poser, Eva est morte. Et donc, ce rendez-vous manqué, je me suis rendu compte, enfin même dans ma vie, et puis même en rencontrant des gens, tout le monde là. Alors pas forcément d'ailleurs vis-à-vis de la guerre, mais vis-à-vis de plein d'autres choses. Les gens de notre famille, les gens qu'on a fréquentés, à qui on n'a jamais posé de questions à l'époque où ils étaient là, sur leur vie, sur leur jeunesse,
un jour ils sont plus là et on se dit mais c'est maintenant que j'aurais besoin des réponses, c'est maintenant que j'ai envie de poser les questions. Donc ce rendez-vous manqué, il est poignant en fait, il est un peu, ça reste triste, mais on se rend. Mais moi ce que j'ai aimé avec Irène, c'est que malgré ce rendez-vous manqué, elle peut faire un bout de chemin vers Eva, et on peut toujours le faire ce bout de chemin. Alors comme on peut, hein, on n'a pas toujours beaucoup, mais là finalement sur Eva elle n'a pas grand-chose, mais même ce pas grand-chose, ça lui permet quand même d'aller vers elle, d'aller à sa rencontre. Donc il y a quand même parfois des moyens de faire ça, de faire ce travail, ce chemin vers ceux qui sont plus là, malgré les rendez-vous manqués. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien. Bon, nous allons conclure ici. Merci encore à Gaël Nohan et à Christopher Wicks. Donc, c'est pour...